Sabrina Agresti-Roubache, bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir, Madame la Ministre, puisque c'est ainsi qu'on doit vous appeler. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État en charge de la ville et de la citoyenneté et que vous êtes candidate à votre réélection à l'Assemblée nationale et dans la première circonscription, celle où vous étiez élue. Donc c'est en gros un 10, 11, 12 avec une partie du 10e et du 11e. Je vais commencer tout de suite à parler d'actualité, puisque vous le savez, il y a eu un terrible fait divers à Courbevoie. Une jeune fille a été violée. On va faire très simplement parce que juive, et c'est véritablement, on pense, un crime antisémite. Les actes antisémites ne font que se multiplier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à nos auditeurs qui vous écoutent et qui, vous le savez, en partie sont de confession juive? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que là, c'est pas la ministre qui va dire ses premiers mots, c'est surtout la maman. La maman et la citoyenne. C'est que lorsque j'avais dit pendant la manifestation contre l'antisémitisme autour de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, de Gérard Larcher, de tous les membres du gouvernement, attention, l'antisémitisme latent, je l'ai vu, je l'ai senti. Et c'était pas un sentiment, c'est une réalité. Donc apporter toute ma compassion de maman aux parents, apporter tout mon soutien, comme je l'ai toujours fait. J'ai jamais ni eu peur ni tremblé de dire à quel point j'étais en soutien à la communauté juive de partout où elle se trouve, en France et ailleurs, et de dire que il ne faut jamais penser que le pire est derrière nous. Voilà ce que ça me montre. Et que cet acte contre une petite fille, je suis une maman d'une fille qui a 14 ans et demi, vous êtes maman vous aussi, il faut entourer les parents, il faut tout de suite que la justice fasse son œuvre de la manière la plus sévère possible. Et quand j'entends les commentaires, les oui mais, vous rappelez-vous des oui mais, Elsa, on a connu toutes les deux les oui mais, il n'y a pas de oui mais. L'antisémitisme n'est pas une lubie, l'antisémitisme n'est pas une chimère, l'antisémitisme est une réalité, la preuve, et que face à ça, autant que j'aurai des forces pour me battre, et en tant que ministre justement de la citoyenneté et de la ville, avec une tutelle qui est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, je n'accepterai jamais, qu'on puisse baisser les bras, de banaliser et de dire oui, bon, ça aurait pu, non. Ça arrive parce que juive. Rappelez que l'antisémitisme n'est pas une opinion, mais un délit. Et bien un délit, ouais. On vous a beaucoup vu, on a toujours beaucoup vu dans ce que nous appelons les quartiers nord, les quartiers difficiles de Marseille. Est-ce que cet antisémitisme, justement, vous l'avez entendu? Est-ce que vous avez touché du doigt, puisque on nous dit que dans certains quartiers, on ne peut plus parler des juifs, c'est une insulte d'être juif, etc. Est-ce que vous l'avez ressenti et vécu et vu? Alors, je vais vous dire, je suis née, je le répète tout le temps, à Félix Piat. Voilà, Félix Piat. Nous, on a grandi, moi, l'amie de ma grand-mère, paix à leurs âmes toutes les deux, elle était de confession juive, puisque pied noir qui arrivait d'Algérie, et toutes les deux, elles parlaient que arabe. Donc, ça s'invente pas. Mais c'était une autre époque. C'était une autre époque, sauf que maintenant, vouloir dire que tous les musulmans sont antisémites, c'est faux. Ceux qui font ça, ils instrumentalisent l'islam, et je l'ai dit, et pour les gens de la LFI, de la France Insoumise, les gens ne sont dans les quartiers que de la chair à voter. Donc ils instrumentalisent les peurs, les haines sur ces sujets-là. Mais moi, quand je suis sur le terrain, les gens me parlent pas de la communauté juive ou ils te parlent de leur quotidien. De leurs problèmes de tous les jours. De leurs problèmes. Rappelez-vous quand le président de la République est venu à la Castellane, ils lui ont dit quoi? Des places en crèche pour les petits, des places à l'école, il nous faut plus de police, il faut que les policiers sur les places de détresse. Et que en réalité, non. Moi, je combats ça de toutes mes forces. Je n'entends pas ça. Être touché par le sort des Palestiniens, c'est une chose. C'est pas être antisémite. Exactement, mais... Et j'apprends ça à ma fille. On a le droit d'être touché par le sort des Palestiniens, par... et ne pas être antisémite. C'est plus le jeu, c'est plus la question. Non, mais si vous voulez, vous me posez la question de ce que j'entends. Et j'entends aussi, Elsa, que... on voudrait faire justement des quartiers nord de Marseille ou des quartiers en général
le socle de l'antisémitisme. Attention, je vous rappelle que Vichy, il me semble pas que ce soit des gens Oui, mais bon, qui c'est venaient pas, des quartiers. c'est pas Non, le même mais antisémitisme. non, mais hein. d'accord, mais à un moment donné, il faut bien Mais expliquer qu'on peut Sabrina, être pourquoi on n'entend pas une autre voix? la mienne. On entend, mais je ne Excusez-moi, parle pas la de mienne, votre voix la politique, mienne, je elle parle est- pas de voix politique, je Ah. parle de, puisque justement, on le sait très bien que ce n'est qu'une infime partie de la population musulmane Bien sûr. qui porte cette, Et surtout à cette Marseille. volonté Et surtout à antisémite. Marseille. Pourquoi on n'entend pas ceux qui seraient donc les majoritaires? Pourquoi il n'y a pas une voix qui, dans la communauté musulmane, s'élève pour dire stop, ça suffit, qui viennent défiler On à est côté de la On communauté est dans un juive? moment, on est dans un moment, Elsa, regardez, j'ai fait la manifestation, j'étais en première ligne avec Oui. Haïm Corsia à tenir la banderole. Tous contre Vous avez l'antisémitisme. bien sûr. Voilà. La chose, c'est que maintenant, tu es obligé de te placer dans un camp. Enfin, je suis contre l'antisémitisme, mais je suis contre le racisme, et je suis contre toute la xénophobie, je suis contre ceux qui instrumentalisent les peurs et les haines, et qui veulent nous monter les uns contre les autres. Regardez où ça nous a emmenés, et je dis bien. Et là, je parle à tous ceux qui écoutent, mais et même au-delà, et surtout au-delà. Regardez où la haine de l'autre, la haine du juif, nous a emmené notre histoire. Dans les pires moments, regardez où ça nous a emmenés. Et par contre, j'appelle aussi à la nuance. J'ai été la première à aller sur les plateaux à dire le Hamas, groupe terroriste qui commet des actes terroristes. Point. Et il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de oui, j'apporte, il n'y a pas de oui mais. Rappelez-vous les oui mais de la France insoumise. Et quand on explique, moi je l'ai dit ouvertement, j'étais chez Laurence Ferrari à CNews. Mais enfin, il ne faut pas que les gens se trompent. C'est pas un moudjahid de notre le Jean-Luc Mélenchon. C'est bien un multimillionnaire de la vie politique qui n'a jamais travaillé de sa vie et qui explique aux jeunes des quartiers que il y a un oui mais quand il s'agit d'antisémitisme et que il est la solution à tous leurs problèmes. Mais je leur dis, les gars, ouvrez les yeux. Ils vous utilisent aujourd'hui et demain, quand vous serez moins utile, électoralement parlant, ils vous jetteront, comme on dit, à la poubelle ou dans le vieux port. Mais je le Espérons pense. qu'ils vous écoutent. Mais Voilà. j'espère, Espérons je vais vous dire, portez j'en cette parole. appelle Attends, espérons qu'on vous écoute. À l'intelligence. Au cœur des Marseillais. J'en appelle à ce que nous sommes à Marseille, Elsa. Vous regardez les actes antisémites à Marseille, c'est pas ici. Un acte antisémite est déjà un acte de trop. Mais Marseille n'est pas une ville où on a, nous, au ministère de l'Intérieur, relevé le plus d'actes antisémites, voire ça fait partie même des plus faibles. Ça veut dire quelque chose, que notre identité marseillaise, Elsa, c'est ça. Rappelez-vous, Marseille a été une ville résistante. Bien sûr. Et ça a toujours Bien été sûr, une ville Sabrina, qui a mais vous résisté aux extrêmes. n'empêcheront pas que la communauté juive a, je ne dirais pas qu'elle a peur, je n'aime pas ce mot, mais Non. qu'elle est très inquiète. Mais elle a, Et l'inquiétude est là, et- et c'est pour ça que l'on scrute et nous pareil. Et c'est les- pour ça qu'il faut, il n'y a pas de les oui votes à mais. venir. Il Absolument. n'y a pas de oui mais. Sabrina Roubache, dans quel état d'esprit vous avez été le dimanche soir lorsque le président de la République a annoncé la dissolution? Vous avez compris? Vous étiez surprise? Vous avez hésité à vous représenter ou absolument pas? Parce que Monsieur Glucksmann qui était là, vous voyez, je pensais à son père. Je Monsieur pense qu'il doit se Glucksmann qui retourner était dans là, sa qui tombe. ouais. était à Marseille hier, lui a parlé avec cette dissolution d'ouverture, je le cite, des portes de l'enfer ouvertes par le président de la République. Alors, je le renvoie. Alors, je vais répondre en premier à Raphaël Glucksmann. Je le renvoie aux portes de ses enfers à lui. Voilà à quoi je le renvoie. Il avait un moment historique pour jouer un rôle historique. Il était censé incarner cette gauche qu'on aime. Cette gauche pour qui on est capable de voter quand on veut battre l'extrême droite. On a passé notre vie à faire ça. Et moi, la première. Il a raté ce moment. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est que face à Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas fait le poids et il s'est soumis aux insoumis et il vient ici à Marseille nous expliquer que le président a ouvert les portes. Non, lui a ouvert la porte de ses enfers à lui. Et pour vous répondre, par rapport au président de la République, évidemment à 22h, j'étais à l'Élysée autour du président de la République avec tout le gouvernement, autour du président de la République et de Gabriel Attal, le Premier ministre. Quand vous connaissez un petit peu, comme moi, le président de la République, je répondais aux journalistes juste avant qui me disaient dissolution ou pas, vous savez, à 20h. Je dis, écoutez, avec le président de la République, celui qui vient te dire, je sais ce qu'il va faire, c'est un menteur. C'est un menteur. Et le président de la République, pour avoir fait quand même quelques campagnes avec lui, il a dit une chose qui m'avait frappé ce soir-là. Et là, c'est très rare. Vous me connaissez, je ne dévoile jamais une discussion avec le président de la République. Mais là, c'était une discussion autour de tout le gouvernement, avec le gouvernement. Vous n'étiez pas seul. Il a dit, si j'avais dû écouter en 2016 les bureaux de vote et les intentions de vote qu'on me donnait, je ne me serais jamais représenté.
il faut que les Français clarifient leur position. Et je le dis, et ça ce sont mes mots à moi, j'ai rajouté, c'est un moment de vérité pour notre pays. Par qui voulez-vous être gouverné? Et la décision est non seulement courageuse. Quand vous redonnez la parole au peuple, maintenant j'entends certains qui nous disent oui, pas le moment. C'était pas le moment, mais enfin, mais c'est comme dans la vraie vie, c'est jamais le bon moment pour faire beaucoup de choses. On a juste les JO dans quelques semaines. Et mais on est un pays suradministré, très bien administré. Enfin, regarde... En fait, il parie sur un succès et en espérant que les Français réagissent et envoient les candidats qui défendent les valeurs républicaines et que donc les choses vont s'enclencher normalement. Non, et il va même au-delà. Il dit, j'aurais pu faire un référendum, puisque vous voulez savoir ce qu'ils... Bon. Un référendum, vous aurez toujours eu les pour, les contre, et si vous appliquez ce que le référendum vous donne en résultat, on va vous le reprocher. Classique. Et pour pouvoir gouverner, nous avons agi avec notre député, parce que c'est Didier Parakian qui était dans l'hémicycle. Puisque vous étiez ministre, évidemment, c'est votre suppléant Didier Parakian que nous connaissons bien sur Radio GM. Et que tout le monde adore. Alors, Didier, et qui a fait du très bon travail. Et qui a fait un travail remarquable pour tout le monde. Il a été, comme moi, le député de tout le monde. Nous demandons pas la carte d'électeur des gens quand ils ont besoin d'aide. Et nous avons été dans ce moment avec Didier et moi au banc des ministres et lui en tant que député. Et Didier, je me rappelle de l'une de ses réflexions qui me disait « Mais c'est pas possible ce brasier. » Et j'ai repris la phrase de Didier Parakian. On ne peut pas gouverner dans le brasier. Vous ne pouvez pas continuer à avoir dans l'hémicycle... On était tous d'accord là-dessus. C'était juste une question de timing. En tout cas, est-ce que vous avez hésité à vous représenter? Parce que le combat n'est pas simple le lendemain des européennes. Alors je vais répondre, si vous le permettez, pour Didier et moi. Oui, bien sûr. Nos familles nous ont demandé d'arrêter de faire de la politique. C'est vrai. Oui, mais ma fille et Didier, sa famille. Pourquoi? Parce que nous, on vient du privé. On est désengagés avec le cœur. Nous, on s'engage parce qu'on a vraiment des convictions et qu'on a envie de changer les choses. La seule question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on va dire à nos familles qu'on y retourne? Parce que lui et moi, on n'a pas hésité une seconde. Il y avait pas de doute, mais jamais de la vie, tu dois battre l'extrême droite. Mais le combat est terrible. Mais je doute pas quand je dois aller battre l'extrême droite. Je doute pas. Non seulement je doute pas, et ça me surmotive. Et en plus, quand je sais que Franck Alizio ne vient pas, il avait fait courir le bruit qu'il viendrait croiser le fer avec moi. Bon, il est resté planqué dans la 12e Circo, parce que face à moi, il faut faire campagne. Et je vais vous dire ce que disent les gens de la Circo qui ont voté RN, et pour d'autres qui ont voté aussi, LFI, qui ont voté... Aux européennes. Aux européennes, et ceux qui se sont abstenus. Elle, on ne l'a jamais vue pendant 2 ans, donc en parlant de la candidate qui est en face de moi, qui se représente. Pourquoi est-ce qu'on lui referait un socle sur lequel... Qui s'était déjà présenté en 2022. Absolument, et que j'ai battu. Et de l'autre côté, on vous dit, on nous prend vraiment pour des imbéciles. Quand je vois que Glucksmann vient sur ma circonscription, d'accord? Il vient sur ma circonscription, mais il n'est pas allé dans les quartiers populaires, fallait peut-être aller les voir. Bon, et il est allé où? C'est une proche de Raphaël Glucksmann qui se présente sur votre circo. Mais donc il a peut-être voulu la soutenir. En tout cas, en face de vous, il n'y a pas de candidat LR. Qui n'est pas marseillaise et qui n'est pas allée là où c'était dur. Et quand on fait de la politique, il faut aller là et dans un moment où c'est dur, on va là où c'est dur. Parce que sinon, on appelle ça la zone de confort. Et si il pense... Raphaël Glucksmann, une seconde, qu'il va pouvoir se faire, ils vont pouvoir passer sur les tickets. Mais il se trompe. Ils se trompent. Vous allez leur montrer, hein. Ils ne sont pas tombés sur Sabrina Agresti-Roubache, qui a sur votre circonscription et qui aurait peut-être dû avoir lieu partout, c'est qu'il n'y a pas de candidat LR face à vous. Vous avez d'ailleurs remercié à ce sujet Martine Vassal, présidente du département et de la métropole. Mais moi, on s'est tous posé la question, mais dans des temps difficiles comme cela, est-ce qu'il n'y aurait pas dû y avoir des accords sur l'ensemble des circonscriptions? Alors, je vais vous dire. Alors, si on répond sur la politique, moi, quand je viens dans les médias, face à vous, face à tout le monde, je parle aux électeurs. Je parle pas d'appareil politique. La raison, peut-être, aurait voulu qu'on puisse faire ça. On ne l'a pas fait. Regardez comment les LR ont explosé. Je pense que le ralliement de Ciotti au RN a empêché définitivement ça. C'est-à-dire que il est sorti, ça a été tellement brutal pour les LR. Donc ils ont dû faire face. Moi, je me mets à leur place. Je me mets à la place de Valérie Pécresse, qui doit aller sortir de ses bras Ciotti. Donc, je pense que le contexte, on va dire, de non-apaisement, alors là, c'était même plus un brasier, c'était une déflagration,
n'a pas permis justement la sérénité n'était pas au rendez-vous. Il faut dire les choses, c'est aussi difficile d'y aller quand on sait que les frais ne seront pas remboursés si on ne fait pas au moins 5,5% des inscrits. Oui. Ils n'étaient pas prêts, enfin je veux dire, on ne s'y attendait pas. Non, et il fallait trouver des candidats dans les 16 circos. Ils en ont 13, je crois, sur 16. Ils ont un candidat dans 13 circos sur 16. Il me semble, Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis il ne faut pas oublier que Sylvain Souvestre, le maire LR, du 11-12 du secteur m'a soutenu en 2022 et évidemment me soutient. Là, c'est même l'un de mes plus grands soutiens. Aucun des candidats LR ne soutient monsieur. Mais exactement, la ligne LR-RN, enfin, il me semble que les Républicains et vraiment, si on peut leur rendre une chose, c'est d'avoir été en bas face aux portes du siège des LR et d'avoir sorti Manu Militari, Éric Ciotti du siège. Absolument. Je voudrais vous poser une question. Alors, on a vu hier un ministre venir vous soutenir, Christophe Béchu. Je crois que demain aussi, vous avez une visite importante. Gabriel Attal. Gabriel Attal sera là pour vous soutenir. À ma permanence, à notre permanence avec Didier. Ouais. Mais on sait aujourd'hui, en tout cas c'est ce que nous disent les sondages, que les deux extrêmes, extrême gauche et extrême droite, sont à la porte de l'Assemblée nationale. Que feriez-vous demain si on se retrouve avec une majorité absolue à droite ou à gauche? Je parle d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et plus compliqué encore, si cette minorité absolue ils n'ont pas de majorité absolue, ça devient ingouvernable. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, ce que je crois, si la vie politique, on va considérer, nous a appris quelque chose et m'a appris quelque chose. Je suis très nouvelle en politique, en réalité. Je suis arrivée en 2021 avec un premier mandat à la région, avec Renaud Muselier, évidemment, qui était là samedi dernier à battre la campagne avec moi. Je suis devenue députée en 2022 et ministre en 2023. La vie politique m'a appris une chose. Une élection n'est jamais perdue d'avance. C'est ceux qui font pas campagne qui sont sûrs de perdre. Première chose. Deuxième chose, je vois tout mon camp partir au combat. Là où on avait dit, le président de la République va avoir un tiers de ses députés qui ne se représenteront pas. Il y en a 2 qui ne se sont pas représentés, il me semble. Une pour des raisons de santé et l'autre qui voulait partir à la retraite. Bon, très louable. Et Agnès Pannier-Runacher est allée se bagarrer dans le Nord, dans une circo très difficile. Donc, ce que je sais, c'est qu'il est beaucoup trop tôt, je pense, pour faire des milliards de scénarios. Et bien malin, celui qui est capable de vous dire ce qui va se passer le 30 juin et le 7 juillet. Donc moi, j'ai juste un mot d'ordre. Tous aux urnes. On va décider non pas de savoir... Là, les Français ont écouté. Ont écouté. 553 000. Tout est 553 000. Procuration relevée ministère de l'Intérieur. Hier, nous étions encore avec nos administrations du ministère de l'Intérieur. Les chiffres explosent. Donc, ça veut dire nous sommes en réalité en train de jouer une mini-présidentielle intermédiaire. Et que les gens ont bien compris qu'ils allaient décider, non pas de savoir si ça sera Sabrina ou Gérald Darmanin, c'est quelle va être la voix du pays. Et je le sens, puisque les gens dans la rue, et Didier, on y est tous les jours, du soir au matin. Et au-delà de l'étiquette, ils vous disent, moi, la dernière, aux européennes, je ne suis pas allée voter. Oui, mais là, c'est une élection de proximité. C'est une proximité qu'il n'y a pas pour les européennes, évidemment. Et ils disent, on n'a pas envie de vous perdre, parce que vous, au moins, même si on n'est pas d'accord avec le président Macron, on sait où vous trouvez quand on vient toquer. C'est très important. Et écoutez bien, on sait où venir sonner et toquer quand on a besoin de quelque chose. Donc, c'est une vraie élection locale. C'est pour ça que parler maintenant de dire on verra déjà après le premier tour ce qui va se passer. On risque d'avoir des triangulaires aussi. J'exhorte la communauté juive, toutes les communautés, tous ceux qui sont dans le camp des républicains et des démocrates, tous ceux qui croient qu'on est, comme moi, on vit dans le plus beau pays du monde. Tout n'est pas parfait, mais parce que nous sommes imparfaits. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Mais que dans cette élection-là, nous allons décider des 3 prochaines années. Et on ne pourra pas reprocher ni au président de la République, et je disais la dernière fois, le président de la République, sur ce qui s'est passé le 7 octobre, sur la communauté arménienne et le soutien à l'Arménie. On ne peut pas lui reprocher d'avoir été là, présent, et d'avoir toujours dit les choses avec beaucoup de clarté. Oui. Et encore une fois... Le gouvernement a quand même demandé aux entreprises israéliennes de ne pas venir au salon de les conditions, technologie. Alors, absolument. Mais depuis, il y a eu plusieurs décisions du tribunal de Bobigny et elles ont été acceptées. Mais bon, la première décision venait du gouvernement, ce qui a quand même été un peu surprenant pour la communauté juive. Il nous reste 1 minute pour répondre. Non, mais cette décision avait été prise dans un contexte où toutes les conditions de sécurité n'étaient pas réunies, et il me semble que Sébastien Lecornu s'était parfaitement expliqué là-dessus. En tout cas, les choses ont pu s'éclaircir. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Roubache de nous avoir consacré un peu de temps, et on vous souhaite une belle campagne à vous et à notre ami Didier Parakian, évidemment. Merci à tous.